Donc nous allons ce soir nous intéresser au travail des femmes de France, plus précisément. Les femmes sont concernées par trois types d'occupations laborieuses. La gestion d'un portefeuille d'action, on appelle ça l'actionnariat, le travail salarié et enfin le travail gratuit. Dans le premier type de travail, c'est comme on dit l'argent qui travaille, ou du moins c'est l'argent qui met au travail les salariés. Mais passons, ce n'est pas le sujet. Le travail salarié résulte de la vente d'une force de travail physique ou intellectuelle et intellectuelle aux actionnaires qui s'approprient une part de la richesse produite par le travail des productrices, mais aussi des producteurs. On y reviendra un petit peu. Et puis enfin, il y a le travail gratuit, s'effectuant principalement dans le cadre familial. Ce travail gratuit est pour l'essentiel aujourd'hui un travail féminin. Dans le monde actuel, comme dans l'histoire de l'humanité, ce type de travail a un nom, le servage. Le servage est un statut de subordination entre l'esclavage et le salariat. Le travail gratuit est, comme son nom l'indique, un travail non rémunéré. Il ouvre non à un salaire, mais au bénéfice de l'entretien nécessaire à la survie de ses agents. On ne les fait pas mourir de faim. Ce travail non rémunéré correspond à un mode de production antérieur au capitalisme. L'exploitation du travail non rémunéré est de l'ordre du mode féodal. Donc aujourd'hui, nous avons le système capitaliste, et dans le système capitaliste, nous avons un mode féodal de production des richesses. Ce travail gratuit est de deux sortes. Le travail domestique et le travail ménager. Le travail domestique concerne principalement les femmes d'agriculteurs, de commerçants, de professions libérales ou dites indépendantes. Sans percevoir de salaire, elles s'occupent d'entreprises, elles font la production d'œufs qui sont vendus par leur mari, mais elles ne reçoivent pas l'argent qui correspond aux œufs vendus, bien sûr. De secrétariat, d'accueil. Tout ça, c'est les activités de leur mari, et elles aident leur mari dans son activité. C'est souvent le mari, c'est parfois le père, parfois le frère. Le travail ménager, lui, concerne le nettoyage des vêtements, de la maison, la confection des repas, les courses, etc. À ces deux activités laborieuses non rémunérées s'ajoute celle d'élever les enfants. Christine Delphi, qui est ce soir mon inspiratrice principale, écrit en 2015 ceci. Si on considère le temps passé respectivement par les hommes et les femmes aux tâches ménagères, on constate que la cohabitation hétérosexuelle signifie un surcroît de travail pour les femmes et au contraire un allègement pour les hommes. Dans le couple sans enfant, la femme passe en moyenne 3h15 par jour aux tâches ménagères, tandis que l'homme y consacre 1h15. 3h15, 1h15. Elle poursuit, Christine Delphi, quand le couple a des enfants, la part de l'homme reste strictement la même, qu'il y en ait 1, 2 ou 3. L'homme ne fait jamais plus d'1h15 de travail ménager. Tandis qu'avec un enfant, la femme passe de 3h15 à 4h30. Avec 2 enfants, à presque 5 heures. Et avec 3 enfants, à 5h30 de travail par jour. Les femmes donc passent 4h45 par jour aux tâches ménagères en moyenne, c'est-à-dire indépendamment du nombre d'enfants. 4h45. Alors que pour les hommes, c'est 1h15. Puisque ça ne progresse pas quand ils ont des enfants. Pour le travail ménager et pour élever les enfants, les femmes, qu'elles soient salariées ou non, en font plus que les hommes. Première conclusion. Pour les femmes salariées, les journées sont, comme on dit, doubles. Les femmes à double journée sont dites actives, bien sûr, 2 journées. En effet, elles le sont. Elles le sont parce qu'il y a l'activité salariée rémunérée, plus l'activité ménagère non rémunérée, plus les enfants non rémunérés, bien sûr. Soit en moyenne, par semaine, 83 heures. Les hommes salariés assumant, eux, un total de 45 heures par semaine. Parce qu'il y a le travail rémunéré. Les hommes sont massivement les bénéficiaires de ces exploitations. Il y a exploitation, mais il y a des bénéficiaires. C'est les hommes. Au premier plan, bien sûr, les époux, les concubins, voire parfois les pères, les frères et les oncles. C'est le rapport d'exploitation des femmes par l'extorsion d'un travail gratuit qui constitue l'ensemble des hommes bénéficiaires en une classe.
Il y a la classe des hommes qui viennent du fait que ces gens-là participent à l'extorcation du travail gratuit chez leurs femmes. En plupart, c'est leurs femmes ou leurs filles. La question que posent les féministes est celle du partage des tâches entre les femmes et les hommes. Comment faire pour que les hommes en fassent plus et les femmes moins? On essaiera de répondre à cette question. On essaiera. En un mot, comment égaliser le temps de travail ménager dans le couple? Ici, il ne sera question que du couple hétérosexuel, parce que pour le couple homosexuel, les données nous manquent. Donc je parlerai que du couple hétérosexuel. L'enjeu est donc l'égalité. C'est ça la visée, visée d'égalité. L'égalité des hommes et des femmes dans l'entretien de la vie et de sa reproduction par les enfants. La question porte sur le fonctionnement de la société. Comment ces fonctions sont-elles assurées dans notre société? C'est une question politique. L'organisation du travail socialement utile est une affaire publique. En France, l'organisation des affaires publiques doit être conforme aux principes de la République. Qui est quoi? Qui est liberté, égalité, fraternité. La devise de la République comporte 3 termes. Les 2 premiers termes sont éminemment politiques. Liberté, égalité. Le 3e terme, fraternité, évoque la solidarité résultant de la mise en œuvre de la liberté et de l'égalité. Pour mettre en œuvre la liberté et l'égalité, il faut être solidaire, bien sûr. La solidarité est de toute évidence, en République française, celle des frères. Fraternité, c'est frères. C'est-à-dire des hommes, bien sûr. Ainsi, en toute logique langagière, les femmes ne sont pas concernées ni par l'égalité ni par la liberté, puisque ça ne concerne que les frères, et que les femmes ne sont pas des frères. La sororité étant omise au bénéfice d'une république faite d'hommes pour les hommes. L'égalité et la liberté sont genrées au masculin, c'est le moins qu'on puisse dire. On le sait maintenant, on aurait dû le savoir, mais on le découvre, alors que dans les mots de la République, c'est inscrit. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est cruciale. On sait bien que tout travail mérite salaire. C'est même proclamé. Mais ça ne concerne pas les femmes, bien sûr, puisqu'on est une république de frères. Tout travail ménager et domestique mérite salaire. Il y a une dérogation, certes, bien sûr, si le travail ménager est équitablement partagé, s'il est mutualisé. Nous nous souviendrons de cet aspect des choses quand on répondra à la question que faire, parce qu'on répondra à la question que faire, on essaiera en tout cas. La non-rémunération de l'entretien du ménage et des enfants et la faible participation des hommes à ces tâches posent un problème politique. Non seulement les femmes salariées perçoivent un salaire inférieur de 24 à 25% de celui des hommes, mais leur travail ménager n'est ni rémunéré ni réellement partagé. Non seulement les femmes salariées occupent majoritairement des emplois les moins qualifiés, emplois d'exécution et non de conception, et souvent dans les filières les moins valorisées, nettoyage, service à la personne, etc. Mais dans les tâches ménagères, elles sont prioritairement vouées aux tâches répétitives et de nettoyage. Bizarre. Sur le marché du travail, en entreprise et au domicile, les femmes subissent une même discrimination, la préférence masculine. En général, aux femmes, plutôt les tâches subalternes. Comment expliquer l'existence d'exploitation ménagère et domestique et sa persistance? Comment l'expliquer? L'explication largement répandue, justifiant la quasi-absence des hommes dans le travail ménager, est qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne partagent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Vous voyez, c'est immanquable, ça. Il fallait y passer, mais c'est facile. Ils n'ont pas le temps. Vous le verrez. C'est comme ça. Voilà. Alors, comment se fait-il néanmoins que les femmes, elles, assurent elles-mêmes leur entretien? Elles ont le temps. Ah bon. De surcroît, la plupart des travailleuses et des travailleurs femmes sont mariées à des hommes dont elles assurent l'entretien en sus du leur. Elles s'entretiennent et elles entretiennent aussi celui du mari. Et elles trouvent le temps, même si elles ont un travail rémunéré. Ah bon. Elles trouvent le temps de le faire, même quand leur temps de salarié est le même que celui de leur conjoint. Par ailleurs, pour s'occuper de soi, comment se fait-il que les travailleurs hommes célibataires, sans trouver autant de temps que les travailleuses femmes célibataires, en trouvent cependant plus que les travailleurs hommes mariés? Les hommes célibataires consacrent 30 minutes de moins par jour au travail ménager que les femmes célibataires, un peu moins. Mais quand même 1 heure de plus que les hommes mariés. Les hommes célibataires consacrent à l'entretien domestique 2 heures et 13 minutes, alors que les hommes mariés, que 1 heure et 15 minutes. Bizarre. Quand les hommes se marient, ils s'occupent moins d'eux-mêmes qu'avant et laissent leurs femmes le faire.
C'est quand même... il faut le faire. Il y a bien sûr la possibilité, pour les hommes comme pour les femmes, de recourir au substitut marchand, à l'embauche d'un professionnel, qui est d'ailleurs en général plutôt une professionnelle. La différence du temps passé au travail ménager par les femmes et par les hommes a deux sources. Il y a la différence due au sexe, vous l'avez bien entendu. Mais il y a aussi la différence due au mariage. Le mariage aggrave la situation pour les femmes. Dès que deux personnes de sexe différents se mettent en couple, la quantité de travail ménager fait par l'homme diminue, tandis que la quantité de travail ménager fait par la femme augmente. Bizarre. Affaire de fraternité sûrement. Quand un homme se met à vivre en couple, la quantité de travail ménager qu'il faisait est divisée en moyenne par deux. Il en fait 2 fois moins, à peu près. Quand une femme se met en couple, elle fait en moyenne 1 heure de travail de plus que lorsqu'elle était célibataire. Ça vaut le coup le mariage. Dès la mise en ménage, la femme perd peu à peu en loisir ce que gagne l'homme, et cela avant même l'arrivée des enfants. C'est sûrement ça l'égalité. De plus, pour le travail ménager, il n'y a pas vraiment de retraite. C'est jusqu'à la fin. Dommage pour les femmes mariées. Elles sont en quelque sorte libérées du travail ménager excessif par le deuil, par le décès de leur mari. Dommage d'en arriver à ces extrêmes. Dommage. L'opinion publique tend à analyser le travail ménager à partir du soin des enfants et à éviter la question de l'entretien des adultes. Parce que dans les couples sans enfants, ça se passe déjà. Donc tout ne vient pas des enfants. Ce ne sont pas les enfants qui occasionnent le problème du travail ménager. N'exagérons pas. Les adultes ont aussi des besoins. Besoin de manger, de se laver, de se nettoyer, de nettoyer leurs vêtements, leur habitation, de faire la vaisselle. Soit l'adulte le fait lui-même, comme les célibataires, hommes ou femmes, soit l'adulte le fait faire à ses frais par quelqu'un qui les rémunère, ou par quelqu'un de non rémunéré. Parfois, il peut préférer moins rémunéré. C'est son avantage. Dans ce dernier cas, ce sont les femmes mariées qui le font pour leur conjoint. Tout ça, c'est très naturel. Vous remarquez qu'il n'y a rien à redire, ça va de soi. Le travail ménager des femmes mariées bénéficie aux hommes mariés, il faut le dire, quand même. Il y a toujours un bénéficiaire, quand même. C'est pas une aberration, il y a des gens qui tirent profit. Les hommes mariés exploitent leurs femmes pour soulager leur propre entretien, parfois pour soulager, sans nécessaire réciprocité, leurs besoins en tout genre, y compris sexuels. Le mariage ou le concubinage, le PACS, permet aux hommes de bénéficier donc d'un service gratuit à leur entretien global, à la satisfaction de leurs besoins de base, concernant par exemple l'organisation de loisirs. Il a des loisirs, mais quand il arrive, il a sué, et qui c'est qui va laver son t-shirt? C'est sa femme. Voilà. Pourtant, c'est son affaire à lui, c'est son loisir à lui, mais non, c'est comme ça. Cette exploitation économique sépare ce que le mariage a uni. Mariage uni, l'exploitation les sépare. Les hommes extorquent du travail gratuit pour eux-mêmes et pour leurs enfants. L'extorsion du travail gratuit au sein de la famille constitue ce qu'on appelle le mode de production patriarcal. Ce mode de production comporte l'entretien des membres de la famille, adultes et enfants, et parfois, on l'a vu, des services professionnels, qui ça concerne 10% des époux, commerçants, agriculteurs, professions indépendantes et libérales, et 10% de ces gens-là qui utilisent le travail domestique de leur femme, sa femme qui accueille le public. Toutes ces femmes sont soumises, bon gré mal gré, au travail gratuit. Les femmes salariées et mariées, qui sont les plus nombreuses, sont soumises à la fois à l'exploitation capitaliste et à l'exploitation patriarcale. Elles ont une chance, elles en ont deux. L'exploitation capitaliste, vous le savez, dérobe à la productrice une part de la richesse qu'elle a produite. L'exploitation patriarcale, elle, dérobe toute la richesse produite contre un kit de survie, parfois agrémenté d'un cadeau pour la Saint-Valentin. Quand même, faut pas, on n'est pas des chiens, quand même, hein. On sait vivre. On sait vivre, les hommes, quand même. Hein. Bon, la surexploitation capitaliste, caractérisée par un salaire féminin d'un quart moins élevé que le masculin, procède, selon moi, de l'exploitation patriarcale. En effet, c'est la surexploitation, je ne parle pas de l'exploitation, ça c'est pour d'autres raisons que j'envisage pas ici, mais la surexploitation, elle vient bien de l'exploitation patriarcale, je vais essayer de le montrer. En effet, comme les femmes sont vouées dans l'idéologie dominante aux charges ménagères domestiques, rappelez-vous, le MLF parlait de boniche-potiche. Voilà. Les femmes boniche-potiche.
Il y a un résumé magnifique, c'est un résumé magnifique, on ne fait pas mieux. Le travail salarié est considéré comme un simple complément de confort. Pour mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards. Ainsi, le salaire des femmes peut être minime, puisque c'est juste un salaire de confort. Une sorte d'argent de poche, quoi. Donc c'est bien payé. 20% de moins que pour les hommes, comme argent de poche, quand même, il n'y a pas à se plaindre. Alors il faut être féministe. Alors, comme l'activité salariée de la femme est conçue comme un simple complément, il importe peu de plus que l'emploi soit précaire et dévalorisé. Bon, l'argent de poche, si un jour elle n'a pas, quand même. Bon. Alors, il faut savoir que 80% des femmes françaises de 25 à 49 ans travaillent. Seulement 75% de ces femmes ont un emploi à temps plein. 80% des temps partiels en France sont remplis par des femmes. 80% des temps partiels sont remplis par des femmes. Alors revenons au travail domestique et ménager gratuit. Le travail domestique et ménager concerne le travail produit au bénéfice d'un tiers. Par exemple, se raser ou s'épiler soi-même n'est pas un travail domestique, puisque le bénéfice va à celui ou à celle qui pratique ses soins. Le travail que l'on fait pour soi n'est pas payé, mais est rémunéré en nature. J'ai plus de barbe et j'ai plus de poils. Le travail domestique et ménager est exploité quand le travail non rémunéré est fait pour autrui. Le travail domestique et ménager gratuit, effectué principalement en France par les femmes, parfois par les enfants, voire exceptionnellement par des esclaves, il y en a eu quelques-uns en France, est l'exploitation la plus radicale que l'on connaisse. C'est l'exploitation en France la plus radicale. Je passe sur l'exploitation ethnique, mais bon, ça sera à discuter ça. Sous prétexte de rationaliser le travail d'entretien de la famille, avec ou sans enfants, le couple ne se considère pas comme deux adultes cohabitants, prenant chacun en charge son entretien personnel et partageant l'entretien des enfants. Dans un pseudo-souci d'efficacité, de gain de temps et d'effort, une personne se charge de ses tâches ménagères. Cette personne est quasiment toujours la femme. Que cette personne soit toujours ou quasiment la femme devrait nous étonner. Pourquoi c'est toujours la femme ? Mais que ces tâches ne soient pas rémunérées devrait nous révolter. Il y a bien économie de temps et d'effort, mais seulement au bénéfice des hommes. Ce sont les femmes qui endossent la charge supplémentaire. Le travail domestique, le travail ménager sont assumés par les femmes, non en raison de compétences spécifiques, mais parce qu'elle est gratuite. Donc si c'est un travail qui n'est pas payé, autant que ce soit les femmes qui le fassent. Oui, tout ça c'est une grande logique. La cohabitation hors mariage de personnes de sexe différents n'induit pas un report de travail ménager des hommes sur les femmes. C'est donc le mariage qui scelle ces inégalités. Le mariage agit encore après sa rupture d'ailleurs. Les femmes divorcées supportent encore la plus grande charge concernant les enfants. Donc une fois qu'on est marié, c'est joué quoi. La domination masculine en matière de travail rémunéré et de travail gratuit est ancestrale. Elle remonte probablement à la sédentarisation des groupes humains, à la division du travail y tenant, et surtout à l'extension de la propriété privée à la femme, comme étant un élément de propriété privée. On a du terrain, on a une femme. Voilà. Je m'inspire en poussant un peu le point de vue là de Françoise Héritier, anthropologue. Les hommes limitent le pouvoir aussi exorbitant de la maternité en endiguant l'expertise des femmes à l'intérieur de leur domicile. Les hommes, ils n'aiment pas, parce que non seulement les femmes font des filles, ça encore, bon, on ne peut pas leur empêcher, mais en plus, elles font des garçons. Et pour les garçons, pour les grands garçons que sont devenus les hommes, encore un peu infantiles, mais quand même grands garçons, c'est insupportable. Donc, il faut les tenir, ces femmes, parce que quand même, elles en font beaucoup, beaucoup trop. L'expertise consentie aux femmes concerne, rappelons-le, le travail ménager et le travail d'élevage des enfants, et parfois le travail domestique d'assistance professionnelle à leur époux. La division sexuelle du travail se double, ça se double d'une hiérarchisation. Cette hiérarchisation repose sur la moindre valeur des tâches assignées aux femmes.
Ce qui a pour conséquence qu'elles doivent travailler quantitativement plus que les hommes et travailler gratuitement, puisque c'est des tâches de peu de valeur. Quand on partage des tâches à néanmoins lieu, ça arrive un peu, les moins gratifiantes de tâches sont assurées par les femmes. En général, les femmes sont dans la tâche à recommencer. C'est toujours la même chose. Je lave, mais demain je relave. Et je fais les pavés, demain je refais les pavés. Je fais la cuisine, et demain je refais la cuisine. Et sans arrêt. Voilà. C'est la cuisine ordinaire, par exemple. C'est le lavage des sols. Alors que les hommes, eux, quand ils partagent un peu, éventuellement, ils s'adonnent plutôt à des tâches durables. Ils font des travaux dans la maison qui vont rester. On va le voir. Les femmes qui font la cuisine, on ne dit pas, elles font toujours la cuisine, donc on ne dit pas que c'est bon, mais quand même, quand on met un tableau là qu'on a fixé au mur, là, tout le monde le voit et c'est définitif, on le fait qu'une fois. Les hommes sont plutôt comme ça. Ils préfèrent le bricolage parce que ça reste. Voilà. Ou alors quelque chose qui est assez noble. La cuisine, s'il faut faire la cuisine, ouais, mais la grillade le dimanche. Parce que ça, c'est masculin quand même. Voilà, c'est quand même, c'est pareil. Voilà un petit peu. Donc par contre, les femmes ne trouvent pas de concurrence, en général, dans le traitement de la saleté attachée aux personnes ou aux biens. Parfois, les hommes nettoient la voiture, oui, mais c'est à l'heure. Voilà. Et celle de leur femme, elle n'a qu'à le faire. Hein. Voilà. Donc la division sexuelle du travail est mentalement incorporée comme légitime par les hommes et par les femmes, comme une évidence naturelle, alors qu'elle est acquise dès le début de la vie par l'éducation précoce. À la découverte, rappelez-vous ça, à la découverte du jeu, je suis quelqu'un, est joint immédiatement la propriété sexuelle. On ne dit pas je suis une fille ou un garçon. Et on nous apprend ça. De là découle une division, y compris entre les tâches attribuées. Vous voyez, la langue française, on faisait remarquer la langue espagnole aussi, dès que vous parlez, on sait si vous êtes un homme ou une femme. Dans la langue anglaise, c'est pas sûr. C'est une chance. Mais dans la langue française, dès qu'on ouvre la bouche, qu'on parle, bam, ça tombe. On sait si vous êtes une fille ou un garçon. Il en est de même pour l'idée que les femmes sont naturellement faites pour élever les enfants. Ah, ça aussi. Alors que la compétence de porter in utero les enfants, bien sûr, ça on ne leur enlève pas, ne délivre aucune compétence automatique pour les élever. C'est pas parce qu'on sait les porter, et les femmes en général savent les porter, les enfants, mais c'est pas pour ça qu'elles savent les élever. Elles ne sont pas plus compétentes que le père, par exemple, ou que l'homme du moment, ou que l'amant, etc. Alors comment cette situation est-elle encore possible? Mais la domination masculine perdure subjectivement avec deux arguments. Les femmes sont dévouées par amour ou par nature. Ou par amour et par nature. Les femmes seraient dévouées, c'est-à-dire disponibles, comme collaboratrices. La femme est alors conçue comme une assistance, une auxiliaire, un complément de son époux. C'est un être complémentaire. Pas vraiment absolument nécessaire, mais quand même, c'est complémentaire. Voilà. L'épouse est subordonnée à son époux pour des tâches considérées à tort comme secondaires. La femme vient en complément de l'homme. À elle, les tâches répétitives de l'entretien, à lui, les tâches plutôt créatrices. Pour la création, la maternité devrait suffire aux femmes, n'est-ce pas? Elles en font suffisamment dans la création, la maternité. Il ne faut pas en rajouter, c'est beaucoup déjà. Et par-dessus tout ça, il y a, dit-on, l'amour. Ah, l'amour. L'amour, par ses agréments, rendrait la domination économique des femmes, pour elles, acceptable, ainsi que leur dépendance financière imposée par la non-rémunération du travail. Mais elles aiment leur mari. Alors là, la dure fatalité, prétendument de nature, se métamorphoserait alors en choix du cœur. Elles font ça par amour. Merveilleux, n'est-ce pas? En réalité, il n'en est rien, bien sûr. Au lieu de l'amour, le couple marié ou pacsé trouve sa nécessité psychologique dans la crainte de la solitude. Appelons un chat un chat. Une crainte accrue par l'individualisme bourgeois. Le mariage, le pax, n'est pas nécessaire à l'amour, à la volupté, à la solidarité entre deux personnes. On n'est pas obligé de se marier pour être solidaire et voluptueux. Non. Le mariage repose sur la crainte de la solitude et sur la nécessité économique d'entretenir la vie à moindre coût. Et ça sert à ça, le mariage. Le travail gratuit des femmes a là sa nécessité. Le mariage constitue la cellule élémentaire de la vie économique et sociale. Le mariage assure une masse considérable de travail gratuit, de travail non rémunéré, fourni par les femmes à leurs hommes. L'État
va protéger et soutenir cette organisation sociale du travail gratuit. L'État va soutenir. Je vais essayer de vous le montrer. Au-delà du triomphe ancestral de la propriété privée étendue aux femmes par les hommes, l'État encourage la domination masculine en minorant les femmes. Les femmes qui consacrent leur activité économique au travail domestique et ménager n'ont ni couverture sociale propre, ni retraite propre. Elles sont rattachées à leur mari. Pour la sécurité sociale, elles sont des femmes au foyer, des inactives. Eh oui, inactives. Elles sont considérées à la charge de leur mari. Elles sont prises sur leur numéro de sécurité sociale, de chef de famille. Comme d'ailleurs le sont les enfants. Elles sont des enfants qui travaillent, et en plus ils travaillent gratuitement. Les enfants qui travaillent. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre de leur parler durement quand même. L'action de l'État en faveur de la domination masculine n'est pas que symbolique, elle est aussi financière. L'État favorise l'extorsion du travail gratuit des femmes, l'exploitation patriarcale, en subventionnant les hommes mariés dont la femme n'a pas de revenus propres. Le mariage est économiquement et financièrement attractif. Je vais essayer de vous le montrer par 3 voies possibles. Examinons, par exemple, le système de sécurité sociale portant sur l'assurance maladie. En payant une cotisation, les hommes mariés obtiennent 2 couvertures maladie, une pour eux et une pour leurs femmes. Bien sûr, ce privilège n'est pas réservé aux hommes aujourd'hui. Néanmoins, dans les faits, les hommes sont rarement dépendants de leurs femmes, si bien que ça sert les hommes, cette mesure. La mesure est donc de fait favorable aux hommes. La couverture maladie est avantageuse au mariage, qui lui-même favorise l'exploitation patriarcale. Soutenir le mariage pour avoir droit à un système de sécurité sociale qui fait que finalement la femme va dépendre de son mari, ça favorise le mariage, et le mariage favorise l'exploitation patriarcale. Donc l'État favorise l'exploitation patriarcale. Examinons maintenant le système des impôts. Le quotient conjugal permet de fixer le montant de l'impôt. Dans un ménage comprenant un homme qui travaille pour 1 000 € et une femme au foyer, l'homme paye l'impôt pour le couple sur une base de 500. Le revenu de 1 000 € est divisé par 2 puisque chaque adulte compte pour une part. D'accord. L'homme célibataire et la femme célibataire gagnant 1 000 € paient chacun l'impôt sur la base de 1 000. Car chaque adulte payant compte pour une part. À revenu équivalent, le binôme marié est avantagé sur celui qui ne l'est pas. Cet avantage est amplifié par le fait que la division par 2 des revenus permet une descente de tranche d'imposition. Ainsi, l'imposition selon le quotient conjugal est incitatif au mariage, lui-même favorisant l'exploitation patriarcale. Vous n'avez pas encore bien... C'est patriarcal qu'il faut dire ça. Examinons enfin le système des retraites et des pensions de la sécurité sociale, et plus précisément la retraite de reversion. Elle s'applique à tout couple marié lorsque l'un des deux est décédé. Le survivant continue à toucher la retraite du défunt à concurrence de la moitié de son montant et sous le plafond de ressources. Ce système n'est pas dans les textes, il n'est pas genré, il n'est pas réservé aux femmes. Pourtant, ce sont les femmes qui en bénéficient le plus souvent parce qu'elles ont une plus grande espérance de vie d'abord, et puis elles ont des revenus salariaux plus faibles, voire inexistants. Que ce soit la couverture sociale du mari, la retraite de reconversion du mari, le quotient conjugal des impôts, ces systèmes sont à la fois bénéfiques et maléfiques. Bénéfiques en cela qu'ils accordent une protection minimale aux femmes, ne travaillant pas, mais maléfiques en rendant plus facile aux femmes, dans le cadre du mariage, de ne point travailler pour un patron et de travailler gratuitement pour leur mari. Au moment de la retraite, dans leur ensemble, en cas de veuvage ou de divorce, les femmes au foyer perçoivent une misère, comme si elles n'avaient jamais travaillé. Parfois, elles n'ont jamais travaillé. Elles sont dépendantes de leurs époux. Cela contribue à la persistance du mariage. Il en est de même pour les équipements sociaux, comme les crèches, les garderies, les services parascolaires, les allocations diverses. Ces équipements rendent service, oui, mais à qui? Aux femmes ou aux hommes? À ceux qui font pas leur part de travail d'entretien, c'est-à-dire aux hommes. Et par ailleurs, cela ne leur coûte rien, puisque c'est l'ensemble des contribuables qui assurent ces équipements. Les aides sociales se substituent aux pères défaillants, ils en sont exemptés du travail ménager et peuvent consacrer tout leur temps à leur emploi ou à leur loisir. Les femmes mères ne sont à peine soulagées que de leur travail gratuit. En subventionnant le mariage et la famille patriarcale, l'État favorise une organisation sociale
génératrice de travail non rémunéré, de travail gratuit, et donc l'exploitation des femmes par les hommes. Pour en finir, que faire? Alors, je sens que certains disent, allez, non seulement c'est un homme qui parle des femmes, mais en plus, il se prétend de pouvoir répondre à la question que faire. Là, je vous donne le fouet pour me faire battre. Mais ça ne fait rien. Une solution pour lancer le débat, bien sûr. Que faire? Il faut instituer une toute autre procédure dans les couples et dans les familles. Le travail nécessaire à l'entretien de la vie et à élever les enfants est strictement partagé par les adultes. Principe de base. Les tâches qui incombent à chacun ou chacune sont soit personnellement accomplies, soit rémunérées par lui ou par elle dans le cadre d'un emploi. Les hommes auraient donc le choix entre faire soi-même ou payer quelqu'un à faire à la part qui leur est dévolue en responsabilité. Donc, je fais, et donc on partage. Ça veut dire on fait les repas lundi, mardi, mercredi, c'est moi qui le fais, et puis jeudi, vendredi, samedi, c'est toi qui le fais. Bon. Mais si tu ne le fais pas de problème, tu payes quelqu'un pour le faire. Ça fonctionnerait comme ça. Bon. Ce quelqu'un qui serait payé pourrait être quelqu'un de l'environnement, du voisinage, de connaissances, etc. Mais ça pourrait être la compagne, la conjointe, si elle est d'accord, bien sûr. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le travail ménager serait payé. Le surtravail ménager. Parce que c'est normal qu'un couple s'occupe des repas. Imaginons le repas du soir, en pensant qu'il mange à l'extérieur pour travailler. Le repas du soir, donc on se partage. Et une semaine, il y en a un qui fait 3, et une autre semaine, il y en a un qui fait 4. Voilà. Et puis on fait un roulement comme ça. Soit ce monsieur qui travaille le fait, il se débrouille. Ah oui, mais est-ce qu'il a le temps? Ah oui, il le prendra. Voilà, il se débrouillera. Il ira le dimanche faire le marché si ce n'est pas lui qui est de repas pour le début de la semaine suivante. Mais il se débrouillera. Enfin, bon. Ah oui, mais il ne pourra pas aller à l'entraînement de foot. Ah oui, ça c'est vrai. C'est le problème, hein, mais c'est comme ça. Bon. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent. Alors, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il paiera. Alors il peut payer aussi sa compagne. Il peut dire à sa compagne, est-ce que tu serais d'accord pour que je te paye? Mais je te paye. Même au minimum, mais en France il y a un salaire minimum, c'est pas misère, mais bon voilà. Donc pour le travail domestique, c'est pareil. Pour le secrétariat, l'accueil, l'élevage, il suffit de salarier les professionnels. Bon, puisque les professionnels sont sur place, c'est vrai que c'est pratique, hein, mais si elle est d'accord pour élever des poules et de faire les œufs, pourquoi pas? Bon, ça se comprend, hein. Bon, mais si elle est d'accord, tout le monde est d'accord, mais il faut quand même lui payer les œufs et puis le travail pour faire venir les œufs, ça c'est sûr. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà pour commencer. Mais bien sûr, j'oublie pas, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, donc j'en parlerai pas ce soir. Je ne peux pas que ça, c'est en attendant la fin du salariat. Mais c'est un autre sujet. Aussi délicat. Voilà. Que je n'aborderai pas aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois. Vous pouvez y compter. Voilà, maintenant c'est à vous de faire. D'abord, mesdames. C'est un peu daté, si je peux me permettre. Dans les entreprises, il y a bien longtemps, même si ce n'est pas, disons, les premiers arrivés, l'égalité homme-femme, c'était dans les textes. Ah oui. On va dire, les congés pour les jeunes parents, parfois sont assumés par les papas, pour des raisons économiques, parce que la maman gagne parfois plus d'argent. Parfois. Oui, mais c'est parfois. Mais vous avez raison, le salaire à travail égal, salaire égal, c'est dans les textes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Il est même prévu des sanctions financières contre les entreprises qui ne respectent pas cette loi, mais il y en a très peu. Je crois que c'est 0,0 quelque chose pour ça. Donc, bien sûr qu'il y a des mesures, il y a des textes. C'est une volonté, effectivement, dans le droit du travail, il n'y a pas une obligation de résultat. Il faut convoquer effectivement les partenaires sociaux. Il y a cette contrainte-là. Il y a obligation. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a obligation des moyens et pas du résultat. Oui, mais là, c'est à la maison. On parle dans le congé. Mais il n'y a pas toujours des congés parentaux. Il y a des femmes qui travaillent comme leur mari, qui en font beaucoup plus quand même à la maison. Ça, c'est pas dans les textes. Il y a quand même du progrès technologique qui est rentré en ligne après. Beaucoup moins qu'avant.
Que ceux qui remuent la tête ouvrent la bouche. Non, par contre, moi, je me pose une question qui est beaucoup plus large. Ça fait... Je ne suis pas si vieux que ça, mais ça fait très longtemps que j'entends parler de ce combat féministe, et puis je fais le 68, donc voilà. Hein. Il y a eu une libération de la femme au niveau de la contraception. Les femmes, la femme et les filles. Les femmes. Pardon. Je retire ce que je dis. Il y a eu une libération des femmes par la technologie, mais les avancées médicales comme la contraception, etc. Donc, moi, j'ai connu, enfin, je suis d'une famille où il y a beaucoup d'enfants, et quand j'ai demandé à ma mère comment ça se faisait qu'elle avait autant d'enfants, elle m'a dit, mais bon, à cette époque-là, on ne maîtrisait pas. Hein. Donc voilà, vous arriviez, on vous parlait. Bon, c'est tout. On leur proposait même pas une ligature de trompe, je ne sais pas. Dans ce que tu dis, ce qui est important, c'est quand ta mère dit ils viennent, on les prend, mais qui c'est on? D'accord. Voilà, non, mais qui c'est on? C'est là que je veux en venir, c'est qu'au fil des temps, il me semble que, bon, c'est mon analyse, on s'engage que moi, mais les femmes, comme tu le dis, élèvent leurs enfants. Et c'est vrai que, sans compagnie, dans 98,98% des cas, c'est quand même la mère qui est le plus proche et qui s'occupe le plus des enfants. On voit beaucoup de pères qui sont loin, qui sont navigants, qui sont je sais pas quoi. Même s'ils sont pas loin. Même s'ils sont pas loin, ils passent à la maison, qui fait, qui peut feuiller, qui repartent jouer au pied, qui reviennent devant les autres priorités. Tu vois, quand tu dis c'est la mère qui est beaucoup plus proche, oui. Elle n'est pas plus proche, elle s'approche, oui, c'est tout. Voilà. C'est pas naturellement proche, elle s'approche. Mais le résultat est là. Je veux dire, qu'elle s'approche, ou qu'elle le soit naturellement, ou qu'elle le soit par obligation, le résultat est là. C'est pas le moyen que je m'emploie, c'est le résultat est là. On sait que l'enfant, il est quand même élevé à 98% des cas par un moment. Ce qui fait d'ailleurs que très souvent, en cas de divorce, le père va faire la garde des enfants, et il y a des parents, des pères qui se battent pour justement prendre. Mais je vais en venir, je vais partir, si vous l'avez. Il me semble, je peux me tromper, il me semble que, j'ai observé autour de moi ce cas, que quelquefois, l'homme tel que tu l'as décrit avec beaucoup d'humour, qui considère que la femme, ça coûte pas cher pour faire la lessive, la cuisine, torcher les enfants, les accompagner à l'école, faire les devoirs le soir, etc. C'est encore transmis par des femmes qui, avec beaucoup d'humour, t'as dit, par amour, on fait ça. Le fond, tu vois des différences dans certaines familles entre comment on va traiter la fille et comment la petite fille et comment on va traiter le petit garçon. C'est dans la transmission. Et très souvent, je peux témoigner sur des faits précis, c'est la mère qui a transmis au garçon et à la fille le rôle qui leur est incombé. Et ça perdure encore, alors de moins en moins, je pense, de moins en moins. Mais ça perdure encore. Et on arrive aujourd'hui à des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui se marient, mais qui alors mettent les chaussettes, ne serait-ce que même dans le panier de linge sale, c'est pas possible, ils savent même pas oublier. Mais parce qu'ils ont été élevés comme ça. Mais parce que tu as encore des gens, enfin des gamins qui sont étudiants et qui ne reviennent le samedi à la maison que parce qu'ils ont du linge sale. Parce que s'ils n'avaient pas du linge sale, ils resteraient dans la ville où ils sont pour faire la il y a des filles aussi. Et les filles aussi, non, mais c'est pour ça que les choses évoluent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que le côté un peu, je ne sais pas si le mot machiste est correct, ce côté-là d'exploitation patriarcale, malheureusement, il me semble que par moments, les mères sont un petit peu responsables de cette transmission. Parce qu'elles l'ont fait. Surtout les femmes. Surtout les femmes. C'est surtout elles qui sont responsables.
C'est surtout les femmes. Ah, je me que ça. N'a pas participé à l'éducation. Oui. Les femmes. Donc, Oui, c'est pour une responsabilité, c'est 50-50. D'accord, mais elle pourrait avoir la réaction inverse en disant regarde comment ton père agit, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Mais moi, ce que je voulais dire, Ah oui, non, mais le maire peut aussi intervenir. Voilà. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il est pas responsable. C'est trop facile. Maintenant, on parle bien de la mère qui, à un moment, transmet quelque chose. Parce que le père, père, il a son départ. voilà, donc il Mais est d'accord, responsable. je suis le 12e d'une fratrie. Quand je suis né, ma mère c'était une fille parce qu'elle en avait marre. Elle espérait bien avoir une fille pour l'aider dans les tâches ménagères. Quand je suis arrivé, ben, j'ai pris le rôle. Oui, mais. Et moi, ça ne m'a pas choqué. Le jour où il a fallu que je fasse la vaisselle, les courses, passer l'aspirateur. Enfin bon. Alors c'est vrai que chaque fois que je peux me défiler, mais à coup pas, je me défile. Mais monsieur l'animateur, Oui. j'ose vous demander de faire une animation où il y aurait un homme, une femme, un Voilà. homme, une femme. Parce que là, on a un monologue assez prolongé, puis un autre monsieur. Voilà, mais Vous voilà. pouvez partager un peu mieux la parole. On t'écoute. Il y avait madame, par exemple. Moi, je voulais juste te dire qu'effectivement, notre génération a été conditionnée par la mère Oui. dans ce rôle-là. Mais notre génération, il me semble que nous, maintenant, on transmet différemment. Et c'est vrai que les jeunes, en général, je trouve qu'il y a une évolution. Mais il y a quand même l'exemple de la grand-mère qui, voilà. Donc, on a l'impression que c'est culturel, que c'est enfoncé dans les esprits et on s'en sort pas. Voilà. Merci. Vas-y. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est la faute à la personne individuellement, c'est structurellement comme ça que la société nous amène, et pas en France, et pas ça s'exprime peut-être différemment, mais on veut ça quand même assez globalement. Quand certains hommes disent oui, mais c'était notre génération, non mais c'est la nouvelle génération, c'est pas moi, mais c'est mon copain, c'est pas... Ça me pose question parce qu'en fait, il me semble que dans ce processus-là, comme dans imposer ce travail-là domestique aux femmes, tous les hommes, quelle que soit leur bonne intention, leur envie de partage, de mutualisation, même s'ils en font plus que certains autres, sont dans ce travail de reproduction. Toutes les femmes, quand bien grandes féministes elles soient, quand bien, sont dans cette reproduction du modèle, à plus ou moins forte échelle. Mais moi, je suis toujours dérangée quand on me dit c'est pas notre catégorie de population qui fait ça. C'est pas dans mon milieu, mais dans le leur. Oulala, comment ils traitent leurs femmes. Et je pense que c'est aussi intéressant ce type-là de conférence, juste pour se positionner, pas forcément pour le faire publiquement, mais pour se dire, moi, dans ma vie, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que X, en tant que W, qu'est-ce que ça évoque en moi et qu'est-ce que ça évoque pour ma vie, au lieu de toujours reporter sur il y aurait une femme qui serait oh la pauvre, il y a un homme, oulala le bourreau, peut-être poser les choses autrement, quoi. Et se questionner vis-à-vis de nous, nos pratiques. Je dis bien que c'est pas forcément le lieu ici de faire ça, de s'auto-flageller, oh, je suis trop comme ça, ou je suis... c'est pas ça. Mais de se re-questionner, c'est pas mes voisins d'à côté, c'est pas ceux qui habitent dans ce quartier, c'est pas ceux qui sont originaires de tel endroit de la planète, ou qui ont telle religion ou telle coutume. C'est nous, aujourd'hui, on en est où? Autant que les hommes que les femmes, et on ne doit pas se déresponsabiliser de ce qui se passe. Je pense que c'est important. Monsieur? Moi, je trouve que les mentalités n'évoluent pas beaucoup, en fait. Bon, non seulement les hommes elles parlent plus qu'avant, mais en plus, les femmes, ça ne change pas non plus. Parce que bon, nous, on est mariés, on travaille tous les deux à temps plein. Donc, on a toujours essayé de partager les tâches. Alors, mon épouse a des collègues féminines qui lui disent « Mais toi, tu as la chance, ton mari t'aide. » Comme si c'était son travail. Là, vous avez un couple héroïque. Ah mais non, Ton mari il t'aide. est normal. Un mari héroïque. Il y en a deux héroïques. Lui et moi. C'est facile. On a fait le tour de la question. Mais c'est là que le problème. Le problème, il est là. C'est bien ancré encore. C'est Non, pas non, mon travail, en fait, c'est le sien. Bien sûr. Ah. Oui. Non, mais il n'est pas exceptionnel, il est normal. Attendez. Oui. Non, mais c'est ça qui m'agace. C'est un point que vous avez rapidement évoqué. Vous avez resté beaucoup sur le travail à la maison. La question, c'est l'articulation
alors on parle, il y a un mot qui moi m'énerve, qui s'appelle la conciliation, donc j'aimerais parler d'articulation entre ces deux mondes. Et l'articulation entre ces deux mondes, le problème c'est aussi qu'il est soulevé pour les femmes et jamais pour les hommes. C'est-à-dire on dit les femmes doivent articuler leur vie professionnelle et leur vie à la maison. Alors vie à la maison, je veux dire travail domestique, ménager, les enfants. Hein. Et cette question-là, elle n'est pas posée pour les hommes, et du coup, n'est pas posée pour les hommes la question du travail rémunéré. Pourquoi un homme n'est jamais à temps partiel? Pourquoi un homme a des réunions le soir et arrive en disant non mais moi je suis fatigué, tu comprends, je sors d'une réunion, etc. etc. C'est-à-dire que je pense qu'autant le féminisme a dit le privé est politique, et heureusement, et c'est juste, mais le public est politique. C'est-à-dire que si on ne touche pas voilà, l'autre bout, on aura de la peine à trouver une égalité, enfin, ou arriver à une égalité comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Mais moi je pense qu'il y a des hommes dans des situations plus ou moins élevées, et le contraire se produit également. Et il y a des hommes qui font ce travail que les femmes font maintenant. La femme va au travail parce qu'elle a un travail assuré et qui gagne plus que son mari, et le mari, c'est lui qui prend la place de la femme. C'est exactement. Les jeunes le font, ça. C'est une évolution de la société, ça. Il y en a, sûrement. Il y en a quelques-uns, mais souvent, ils se font traiter, j'en connais un, traité de « Oh bah toi tu te la coules douce, c'est toi qui gardes les enfants, qui les amène à l'école. Oh bah toi tu as trouvé le bon filon. » Voilà. Donc moi ça m'avait excessivement choquée, mais on ne dit pas ça d'une femme qui reste à la maison. Oui. Vous voyez, je voudrais simplement, vous savez, on a l'habitude de considérer que dans un rapport de domination, c'est ceux qui sont dominés qui ont conscience en premier et massivement et charnellement de leur domination, donc ils sont les victimes. Et que les bénéficiaires de domination, en général, s'en aperçoivent pas. Ont toujours de bonnes raisons. Oui, d'accord, mais pas moi, ou c'est limité, etc. Bon, vous voyez ça? Donc il faut aussi se poser la question, est-ce que dans les groupes sociaux dominés, les dominants n'ont pas conscience de leur domination? Bourdieu disait, le problème des dominants, c'est qu'ils ne dominent pas leur domination. Donc ça voudrait dire que finalement, ça dépend que des dominés de sortir d'affaire. Voilà. Et les dominants, ils suivent. Hein. Alors, ils suivent entraînant la patte nécessairement. Bon, s'ils suivent, c'est jamais mieux, hein, que ne pas suivre du tout. Mais c'est toujours entraînant la patte. Et je pense que c'est difficile, c'est très difficile, quand on est dominant, de l'admettre ça. Sauf si on s'aperçoit que c'est toujours comme ça. Les dominants ne comprennent pas leur domination. Et il la limite, il la minore, bien sûr, mais c'est tout le temps comme ça. Alors c'est plus difficile quand c'est nous qui sommes les dominants. C'est un peu difficile, vous voyez, on n'a que voir par exemple les interventions des hommes et des femmes ici, depuis tout à l'heure. Toutes les interventions des hommes ont consisté à minimiser la domination des hommes. Voilà. Et toutes les interventions des femmes, même si elles arrivent à reprendre des arguments des hommes, elles vont plus loin en disant « oui, mais quand même ». Vous voyez ça? Et on voit bien que là, il y a une fracture entre le discours des hommes et des femmes. Parce que ça reste un combat, on va dire, c'est jamais gagné, donc effectivement, je ne sais pas pour les autres femmes, la limite, c'est toujours, on va dire, c'est tous les jours, à la limite, qu'il faut... Mais, alors moi, je me pose la question, à supposer que je sois avec une femme, je me demande si à certains moments, je n'aurai pas les mêmes exigences aussi, et puis les mêmes problématiques. Dès l'instant où vous avez deux êtres humains, qu'ils soient du même genre ou pas, à la limite, il y a forcément l'un va peut-être non. J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas trouvé d'études sur les couples homosexuels. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de savoir. Mais... Rien n'est gagné à la limite, effectivement. Même à 60 ans, 65 ans, à la limite, il faut continuer. Là, c'est un combat, mais toujours. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que l'intervention masculine a essayé de minimiser la responsabilité de l'homme, c'est rechercher comment on en est arrivé là. C'est tout. Moi, je me suis posé la question à un moment, je voyais vivre des gens autour de moi de façon différente. Je me disais, ouais, effectivement, celui-là, le jour où il va se marier, il va chercher essentiellement quelqu'un qui peut lui rendre le maximum de services. Parce que je voyais que par rapport à son éducation et par rapport à une autre éducation ou par rapport à une autre vie familiale,
on savait ce que ça allait faire plus tard, quoi. Enfin, on connaît le résultat. Mais je diminue, d'ailleurs j'ai même dit, chaque fois que moi je peux, je le fais aussi, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais comment on peut en arriver là? Après, il y a des choses qui me choquent terriblement. Ça m'a choqué il n'y a pas très longtemps à la télé. Un gardien qui demande à une dame, et vous faites quoi? Ah ben moi, rien, je suis sans emploi. Mère au foyer, il dit. Oui, c'est ça, mère au foyer. Bah, c'est pas rien, mère au foyer, c'est pas sans emploi. Enfin, tu vois, moi j'ai été choqué, mais je suis sûr qu'il y a 80% des hommes qui ont dit ah ouais, il faut rien à la maison. Donc, voilà. Mais je veux dire, comment on en arrive là aussi dans ce schéma-là, alors qu'on voit des jeunes, on entendait tout à l'heure, je ne sais plus qui avait l'allusion, on a un petit cousin qui doit avoir je sais pas quel âge, il a arrêté de travailler pour élever 2 enfants. 3 enfants. Et des exceptions. Parce que sa femme avait une situation qui était plus intéressante et qu'il valait mieux que ce soit elle qui ramène de l'argent au ménage et que lui, il n'a pas été. Et c'est dans un petit village à la campagne. C'est pas évident, il n'a pas été souhaité. Madame, est-ce que vous pouvez nous faire bénéficier de vos propos? J'abonde dans le sens de Marc. Ah. Parce que ce sont les femmes qui aiment les garçons et on ne peut pas dire que les hommes, c'est la nature qui fait qu'ils sont comme ça. C'est culturel. On les élève de telle façon qu'on favorise telle ou telle réaction, comportement. Voilà. Et il existe des hommes qui, même s'ils ont un salaire plus important que leur épouse, savent aussi ou souhaitent s'arrêter pour être à 80% pour élever les enfants. Il y en a. Il y en a. Le phénomène global demeure quand même. Oui, culturellement, les femmes ont des efforts à faire pour que les hommes. Mais les deux ont des efforts à faire. Oui. Les deux, les hommes comme les femmes, l'éducation est faite par les mères comme par les pères. Je suis d'accord, mais je parle par rapport au garçon, la mère, c'est important son comportement. C'est elle qui va impacter la nature de des enfants pour que ça devienne un impact culturel. Dans votre représentation, il y a des enfants et c'est la mère qui s'occupe des enfants. Mais non, mais pas que. Ah non, pas que. Parce que s'il y avait la parole de la mère qui reprenait les arguments que vous indiquez, on peut se poser la question, quelle est l'argumentation du père? Bien sûr. Parce qu'il pourrait tenir un autre discours. Il peut tenir un autre discours pour celui de son épouse. Oui. J'aimerais rajouter quand même des paramètres. C'est l'influence de tout le reste. Alors il y a bien sûr, déjà chez les petits, à la crèche, il se passe des choses. Les jouets, alors on va dire, nous avons participé une fois à une opération très drôle dans une ville. On est rentré dans 2 magasins de jouets, juste avant Noël. On a pris les trucs bleus, on les a mis dans les trucs roses, on a pris les trucs roses, on les a mis dans les trucs bleus. Un magasin nous a remerciés, un autre magasin a appelé les flics. Bon, ça c'est une action féministe hyper intéressante. Je suggère de le faire dans les rues de Sète ou de Metz, un Noël prochain. Les Parce que c'est une grave alors c'est ça aussi la vie. C'est les mères qui sont plus souvent présentes avec les enfants que les pères, ok? Mais il y a tout le reste. Il y a les jeux, il y a les livres, il y a les enseignants, il y a ce qui se passe à la crèche, il y a la rue, il y a la publicité, il y a la télé, les jeux, etc. Donc, si on regarde tout ça, ok, la mère est responsable, mais il y a le reste. Le regard des femmes, pas seulement des mères. Je suis d'accord avec vous, mais qui est-ce qui achète les jouets? C'est pas les enfants, c'est les parents. Bien sûr, les parents, oui. Voilà. Donc, Mais les parents, les deux. Oui, je vais trouver au-dessus. si je la demande. La parole est là. Si elle est sur la ligne du parent. Juste, il y a une question de tout à l'heure, on parle de tout à l'heure de est-ce que c'est la faute des hommes, est-ce que c'est la faute des femmes? En fait, c'est aussi le système politique et économique dans lequel on vit, c'est la faute à des individus. C'est la faute à ta mère, c'est la faute à ton père, c'est la faute à l'estime, c'est la faute à l'éduc, c'est la faute... C'est toujours, voilà, c'est qui a la responsabilité, la culpabilité de ce qui est fait.
tant que globalement ça fonctionnera comme ça et qu'on collera au fonctionnement global, qu'on soit une femme, un homme, avec des enfants, sans enfants, qu'on veuille des enfants, qu'on ne veuille pas, qu'on s'occupe des enfants des autres, qu'on ne s'occupe pas des siens. Tant que ça fonctionnera comme ça, globalement, c'est pas une question de responsabilité individuelle. C'est pas, je suis un homme, il faut que je m'autoflagelle toute la journée parce que je suis né homme et que, j'ai été construit socialement comme une femme, et bien forcément, avec mes enfants, je ne peux être que dans la reproduction. En plus, si j'ai une fille, oh là là, quelle responsabilité. Je pense qu'il faut arrêter ce truc-là de culpabilisation, juste faire un travail sur soi et sur ce qui nous entoure et avec les personnes qui nous entourent et comprendre quelle place on occupe. Mais c'est pas moi tout seul, de toute façon, moi j'ai tout compris, j'ai tout déconstruit, je sais comment fonctionner, d'ailleurs tout se passe très bien. Je pense qu'il faut sortir de ce modèle-là, parce que c'est celui qui nous conditionne à continuer. Oui. Donc, de quel modèle pour vous faire droit arriver à quoi? Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Là, il y a des questions qui ont été, je réponds juste 2 secondes, des solutions qui ont été évoquées, de comment en arriver là. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, c'est sûr. Pour faire une éducation, reconstruire une société, faire la révolution. Ça n'arrivera pas comme ça, c'est sûr. Mais par contre, quand on pose la question à un enfant avec quoi tu veux jouer et qu'on lui propose une palette de jeux, quand on ne va pas forcément céder à la pression de la société de consommation et dire voilà, tu auras une poupée et un jeu de Lego parce que se prendre soin et savoir construire c'est aussi important. Ça peut commencer par là. Ça peut commencer par là. Et puis c'est pas en donnant la morale à d'autres, tu lui as acheté une poupée Barbie, c'est moi, avec toi, je vais essayer de fonctionner autrement. Et on va essayer collectivement de fonctionner autrement. Ça peut passer par là. Oui. Moi, je pense qu'il faut réagir s'il y a des choses qui sont... Ça va être difficile. C'est pas grave. Je vais juste dire qu'il faut peut-être réagir s'il y a des choses trop exagérées. Par exemple, les conseillers d'orientation, il y a des gens qui font un boulot énorme en France et dans notre pays pour justement essayer, non pas de renverser la vapeur, mais d'arriver à des propositions de métiers qui ne sont pas forcément stéréotypées dans un sens ou dans l'autre, etc., etc. Donc je pense que si tous et tous ont, comme tout le monde réagit à un truc, non, mais attendez, là c'est trop ça, peut-être qu'on peut essayer de faire plus égalitaire. Moi je pense que ça va, parce que je suis vraiment d'accord avec toi, je pense que ça ne va pas assez vite, mais au moins ça fait notre temps, on a tous une valise, on est une tranche d'âge à peu près, à part toi qui es plus jeune, mais je pense qu'on est, c'est vrai, mais je pense qu'on est quand même dans une démarche plutôt, moi je trouve que c'est assez positif, on a des filles qui ont 30, pas tout à fait, franchement ça n'a rien à voir avec moi ce que j'ai pu vivre. Et je pense qu'on est quand même dans quelque chose de bien. Ça va pas assez vite, bien sûr. Mais j'ai l'impression que les gens se questionnent un petit peu plus, les jeunes, les moins jeunes. Et tout ça, on est dans cette démarche-là. Il n'y a plus forcément la cuisine à Noël pour une fille, ou l'aspirateur, ce genre d'horreur. C'est mélangé. Dès que les gens parlent un peu entre eux, j'ai l'impression que ça avance. Pas assez vite, mais oui, quand même, un petit peu. Moi, je voudrais dire 2 choses, parce qu'il me semble que dans la réflexion, que je donne la parole, dans la réflexion qui est la nôtre, il y a 2 impasses qu'il faut éviter. La première impasse, qui sont liées d'ailleurs, la première impasse, c'est de chercher qui est individuellement responsable. Alors que cette situation de domination est une histoire structurelle. C'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu ça. C'est comme ça. C'est structurel, donc il faut penser les structures économiques et politiques de nos histoires et les comportements anthropologiques. C'est à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que nous sommes dans un domaine de pensée, une idéologie où il faut des individus. Il n'y a que des individus. Non, ce n'est pas une histoire d'individus, c'est une histoire de structure sociale. À cette impasse qu'il nous faut éviter, il y en a une autre impasse. C'est de juger ce qui est bon ou mauvais. C'est pas bien de faire comme ça et c'est bien de faire comme ça. C'est pas une question de morale. C'est même pas une question de droit, selon moi. C'est pas au nom des droits. Moi, en tout cas, chez moi, c'est pas comme ça que je pense. C'est pas au nom des droits des femmes ou des hommes qu'on doit penser. C'est au nom de ce qu'on appelle la puissance. Ça veut dire qu'il me semble qu'il y a des structures sociales qui briment les puissances, qui peuvent servir à tout le monde. Donc le problème, c'est de libérer les puissances qui sont écrasées
pour que ça serve la collectivité. Ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas de Michel Négrel, c'est de Spinoza, qui est un philosophe du XVIIe siècle, qui considère que les problèmes ne sont pas des problèmes moraux, c'est au-delà du bien et du mal. Donc souvent dans la manière de défendre, de dire c'est pas moi qui suis responsable, c'est les autres qui sont responsables, il y a un sous-bassement qui est de l'ordre du moral. Je ne veux pas être coupable, je veux être quelqu'un qui se comporte bien. Et c'est normal qu'on veuille tous bien se comporter. Il vaut mieux ça, hein. On peut se penser comme des voyous, des délinquants qui se comportent mal, mais on est très content. Il vaut mieux être content et de penser qu'on se comporte bien. C'est normal, ça. Mais il me semble que c'est une impasse théorique, intellectuelle. Parce que ce n'est pas une question d'être bon ou mauvais, d'être du bien et du mal. C'est même pas une question de droit. Aujourd'hui, on parlera du droit, bien sûr. Et c'est pas mal. Des fois, il vaut mieux parler du droit que de la morale. Mais il vaut mieux parler ni de la morale ni du droit, mais de la puissance à être. On réduit les gens à des tâches ménagères répétitives, qu'on les voue à ça, alors que ce sont des gens qui ont une puissance, qu'on écrase. Cette puissance qu'on écrase, on y perd tous. Bien sûr que je peux te déranger par la puissance de quelqu'un à côté de moi, mais de quel droit tu prétends que, etc. Mais finalement, sa puissance, elle sert la collectivité humaine. Donc vous voyez, c'est en termes de puissance qu'on doit penser, et pas en termes de responsable, qui est coupable. Et encore moins des individus coupables. Ça, c'est encore pire. Donc, vous voyez, ces deux impasses se nourrissent. Donc, il faut penser les choses structurellement, et puis ensuite, pas en tant que personne, et ensuite, c'est pas une question de bien et de mal. Voilà. La parole est ici, et puis là. Si je suis intervenue en disant c'est les femmes qui élèvent les enfants en priorité, encore actuellement, c'est culturel. Mais il n'y a pas une histoire, je ne mets pas une sorte de faute sur les femmes. Vous avez répondu complètement dans le sens où je voulais aller. Alors moi j'aimerais rebondir sur votre intervention. Moi aussi j'aimerais bien croire, oui c'est bien, j'aimerais bien croire que les choses évoluent très lentement mais au moins dans la bonne direction. Mais malheureusement j'ai peur que c'est l'inverse qui est en train de se passer et qu'on est en plein backlash. En français ça s'appelle le retour de manivelle. C'est-à-dire quand il y a eu un mouvement social, il y a un moment, il y a un espèce de retour de manivelle, on est en train de se prendre en plein dans la poire. Et parmi les raisons qui font qu'on recule, c'est l'aggravation de la situation économique, qui n'est pas du tout favorable à une plus grande égalité, au contraire qui crispe plutôt de la construction. Et l'autre, c'est la montée de l'extrême droite. Donc la montée de l'extrême droite rigidifie plutôt les rapports, et on voit le pauvre gouvernement socialiste qui avait essayé avec son programme ABCD de faire une petite expérience à Nantes, qui met plus plein la poire, et qui a retiré sa proposition parce que, oh mon Dieu, ça dérange, alors les sondages me sont défavorables, alors vite, je retire cette proposition. Donc il y a eu des avancées puis des reculades, donc on est plutôt en période de reculade, mais après, ça va peut-être redémarrer, parce que maintenant on voit la nouvelle génération qui redémarre, donc il va y avoir peut-être un nouveau mouvement social qui va démarrer. On voit un afroféminisme qui se développe en France, qui est une chose tout à fait nouvelle. Et voilà, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va monter et qui va réussir à relancer quelque chose dans cette dynamique, mais juste attendre l'amélioration lentement et gentiment. J'ai peur que ça ne va pas suffire. Il va falloir un souffle plus important parce que malheureusement les études montrent, en tout cas celles que moi j'ai lues, c'est son partage du travail ménager, il y a une petite amélioration, les hommes font un petit peu plus que la génération précédente, mais ils passent un peu plus de temps à jouer avec les enfants. Ce qui est tant mieux pour les enfants, oui, par rapport à la génération précédente. Par contre, pour ce qui concerne véritablement le partage du travail ménager, il n'y a pas eu vraiment une augmentation. Il y a les jeunes générations qui aiment bien partager, quand ils sont étudiants, ça va bien, ils peuvent vivre en collectivité, plusieurs jeunes qui vivent ensemble pendant leur phase d'études, ça va bien, mais c'est au moment où ils s'installent au ménage, au moment où il y a le premier enfant qui arrive, il y a un certain nombre de contraintes de l'extérieur qui viennent et des contraintes par l'emploi. Par exemple, on va dire, j'ai connu des couples qui partageaient 50-50, véritablement, 6 mois, 1 an, avec un vrai partage du travail ménager, et c'est par l'emploi que l'homme se fait rattraper. À un certain moment, on lui a dit, mais écoute, si tu veux une progression au niveau de ton emploi, il faut que tu arrêtes avec ton cirque du 50-50, je te fais une promotion, un meilleur salaire, mais tu arrêtes avec ça. Donc, si vous voulez, il y a de l'extérieur des éléments qui nous rattrapent, et qui rattrapent nos jeunes, et qui essayent de les remettre dans le droit chemin vite fait, quoi. Et ça va demander beaucoup d'efforts. Oui. Vous parlez du travail ménager.
À la maison, j'essaie de le faire, mais je le fais mal. Enlève-toi de là, laisse-moi le faire, je vais y passer. Ça existe. Alors peut-être il faudrait des stages pour les hommes. À ce sujet, j'ai une bonne histoire. Une bonne histoire. Il y a une enquête qui a été faite. On se demandait pourquoi les filles à l'école réussissent mieux que les garçons. Bon. Et donc, on a essayé de chercher d'autres déterminismes que l'activité scolaire. Et l'étude montre, c'est une étude qui est sortie dans La Recherche, un journal éminemment scientifique français. Dans La Recherche, ils ont découvert que parmi les éléments qui font que les filles réussissent mieux, il y a un élément particulier, c'est que quand elles rentrent chez elles, les mères leur donnent des tâches ménagères à accomplir. Et bien sûr, ça ne leur plaît pas tellement, les tâches ménagères. Et donc, elles ont comme nécessité de rapidement faire leurs tâches ménagères, d'organiser leur travail pour réussir. Et ça vient à dire que les filles sont arrivées à avoir des capacités d'organisation de leur travail remarquables. La féministe qui a écrit l'article, après avoir dit qu'il y avait un élément peut-être déterminant dans le fait que les filles organisent leur travail et qu'elles organisent aussi leur travail scolaire, un peu mieux que les garçons, et que c'est peut-être ça. Et alors la féministe qui a fait l'article a écrit peut-être qu'il faudrait, pour sauver les garçons de leur échec scolaire, leur donner des tâches ménagères conséquentes pour qu'ils puissent arriver à organiser leur travail et rattraper scolairement les filles. Alors j'ai une autre histoire très belle que, vous savez, l'autre fois j'étais avec des gens qui étaient d'origine du Portugal et on parlait ils parlaient des hommes qui ne savent rien faire, etc. Bon. Et une qui disait il ne sait pas où se trouvent les cuillères pour tourner le sucre dans le... Bon. Et la portugaise disait, vous savez, au Portugal, quand une femme meurt avant son homme, l'homme, il passe pas l'année, il meurt. Parce qu'il ne sait rien faire de sa vie. Quand il est à la retraite, bien sûr, il a des compétences, cet homme, bien sûr. Mais il a des compétences que hors de la maison, dans la maison, il ne sait rien faire. Et comme il est vieux, il a du mal à s'adapter, évidemment. Comme tous les vieux, c'est plus difficile. Surtout si on ne s'est pas adapté auparavant, on ne s'est pas entraîné. Bon. Et donc, ils ne savent pas où se trouvent les choses. Bon. Vous savez, le nombre d'hommes aujourd'hui qui ne savent pas faire marcher leur machine à laver, c'est... Parce que la machine à laver, c'est justement le sale. Et là, la question, le rapport au sale me paraît très importante. Hein. Et on attache le sale à la femme, pour différentes raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails, ici. Mais on le voit bien de quoi il s'agit. Hein. Donc, il y a des choses sales du côté de la femme. Il y a toujours des choses. Parce que la femme est humeur. Voilà. Elle pleure, elle fait ceci, elle fait cela, il y a des humeurs qui sortent. Voilà. Les hommes, ils n'ont pas d'humeur, non, voilà. Parce que les humeurs qu'ils ont sont sacrées. Ah, ben là, oui, c'est sacré alors, c'est toute autre chose. Vous voyez ça, je raconte ces histoires pour mettre un peu d'humour. Parce que la crainte, ça serait que nous, les hommes, parce que pour l'instant, je ne peux pas trop parler en tant qu'homme, je vais le faire quand même, nous, les hommes, on le prenne mal. Le fait d'être dans le mauvais camp. Ben, voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans le mauvais camp, et pas que parce que nous sommes des hommes, mais parce que des fois nous sommes blancs, parce que voilà. Je pense que c'est très important de s'apercevoir qu'on ne maîtrise pas ça. On peut reprendre la maîtrise de ça. Hein. On peut reprendre la maîtrise de ça en collaborant. Hein. En collaborant. Mais je pense franchement que la seule manière de collaborer, c'est d'avoir un œil attentif aux dominés. C'est ma vision des choses. On n'est pas obligé d'être pensé ça. Mais moi je pense que dans tout combat, il faut regarder les dominés et il faut essayer de savoir ce qu'on peut faire pour les aider. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Nos initiatives ne sont pas particulièrement saines. Voilà. Voilà. Même si c'est un homme qui a fait la conférence. Voilà. Mais vous savez, ça me coûte. Hein. Ça me coûte parce que chez moi, on me le fait remarquer. Vous ne croyez pas. Hein. Voilà. Mais et c'est vrai, et c'est justifié. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, qui est un peu tordu là aussi. Hein. Voilà. Alors bien sûr que je prends Françoise Héritier et Delphi, bon, parce que ce sont des femmes qui m'ont convaincu, alors que les deux ne sont pas forcément d'accord entre elles, hein, et de loin. Bon. Mais bon, j'utilise les deux. Voilà. Parce que la seule chose qu'un homme doit parler sur le rapport homme-femme, c'est qu'il doit présenter, selon moi, le point de vue des femmes. Voilà. C'est le point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce point de vue, mais ce point de vue, il est minorisé. D'accord, il n'y a qu'à voir dans les prises de parole. Hein, voilà. Voilà, par exemple. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est reprendre la parole et donner la parole à ceux qui pourraient la prendre sans qu'on leur donne. Mais il faudrait espérer un jour qu'ils arrivent à la prendre sans qu'on leur donne, bien sûr. Voilà.
Mais vous voyez, c'est cette parole qu'il faut arriver à livrer. Quand les parents se séparent, les jeunes parents, actuellement, je crois que c'est au minimum 80% des cas, c'est les mamans auxquelles qui prennent la responsabilité de les enfants. On leur donne. On leur donne. Donc la société. Quand vous passez au tribunal, Oui, on leur donne. la décision est vite réglée. Les papas, Si c'est ils sont féminin, assez aussi. Et donc je pense qu'on pourra dire qu'on a fait un progrès quand on va bien les enfants, quand on sera à une convention de 5 sur 5. Parce que là, effectivement, les familles monoparentales sont représentées pratiquement à 90% par des jeunes femmes qui ont du mal. Alors souvent économique à vivre et à élever des enfants seuls, quand les parents géographiquement s'éloignent, c'est compliqué. Donc effectivement, je pense qu'on pourra dire qu'on a progressé quand cet élément-là sera, on va dire, on aura atteint Mais vous voyez, ça c'est une responsabilité de l'État. Même s'il y a de très bonnes raisons pour confier l'enfant au mère plutôt qu'au père, il n'empêche que c'est insupportable. Et c'est quand même à l'État à travailler cette question-là. Sur ce sujet-là particulièrement, je voulais dire que beaucoup de pères n'en veulent pas. Parce que quand on voit le nombre de pensions alimentaires qui ne sont pas payées, ils ne s'occupent pas de leurs enfants, même de ce point de vue. Moi, je peux avoir j'ai beaucoup d'amis en ce cas-là. Les pères ne payaient pas la pension alimentaire, ne prenaient pas leurs enfants le week-end. Et ça, c'est pas le juge qui les empêche. Ça, c'est vraiment le père qui a Oui, on a glissé sur la séparation des groupes. On parle de l'évolution des choses qui vont bien sûr trop lentement. Il y a quand même eu une évolution. Nous, quand on était gamins, si dans la classe il y avait un enfant divorcé, on le regardait de façon bizarre, on ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et je reste gentil dans mes propos. Mais peut-être que les femmes ne supportent plus Non, tout à la maison. Oui, mais attends. Non, je suis d'accord avec vous. Simplement, l'évolution qui s'est produite, c'est que nos mères, elles étaient dépendantes financièrement de nos pères. Et que, alors qu'aujourd'hui, heureusement, une femme a réussi à gagner une part importante, je crois, d'indépendance par le salariat, justement, l'emploi salarié. Et une femme qui commence à avoir un rôle de son boulot, elle dit, oui, mon Dieu, là, tu... Voilà. Mais c'est justement ça le problème, c'est que la situation économique est en train de s'aggraver. Oui, mais c'est pour ça que je pense à ce qu'on a dit. Attendez. On a décidé de se reprendre le monde du travail en disant bon, les femmes qu'elles rentrent à la cuisine et qu'elles s'en occupent, et nous, les emplois, on en a trop besoin. Voilà, écoutez, merci et bonne soirée. Merci, à la prochaine fois.